Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute! Alors, avant de commencer ce nouvel épisode des Red Flagueuses, je voulais faire un petit trigger warning, bien préciser que cet épisode va évoquer à nouveau la question des violences conjugales, intrafamiliales entre partenaires et ex-partenaires. Si vous êtes sensible à cette thématique, je vous invite à l'écouter dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est un épisode relativement long parce qu'il est en 3 parties. Première partie, j'ai décidé de placer un bout d'interview que Sarah, mon amie que vous entendez régulièrement dans les épisodes des Red Flagueuses, a faite de moi. Cette interview est une sorte de bilan de mon aventure des Red Flagueuses, mais aussi un moyen de mieux me connaître. Mais en écoutant les rushs, je me suis dit la partie sur les violences, elle irait tellement bien pour introduire la deuxième partie. L'interview que j'ai eu le plaisir de faire d'Annick, qui est psychologue spécialisée sur les questions féministes et de violences conjugales. Alors en troisième partie, j'ai fait le choix, difficile, compliqué, mais nécessaire, de lister une partie des violences physiques et psychologiques que j'ai subies. Non pas pour vous apitoyer ou vous proposer une séquence voyeuriste dans ce podcast, mais pour vous donner la possibilité, si vous êtes concerné ou si vous avez l'impression que quelqu'un de votre entourage l'est, pouvoir vous donner la possibilité de mieux percevoir les symptômes, les conséquences, les actes qui relèvent des violences au cas où vous auriez encore des doutes sur certaines choses. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette dernière partie. C'est un trigger warning que j'adresse peut-être particulièrement aux gens qui me sont proches, parce que peut-être que ce sera un passage un peu trop difficile à entendre. Mais n'hésitez pas, vous avez le choix. Alors cette séquence commence juste après le générique de fin classique des Red Flagueuses. Je vous souhaite une excellente écoute, dans les meilleures conditions possibles également. On se retrouve tout bientôt pour l'avant-dernier épisode de la saison 2 des Red Flagueuses. Du coup, depuis 1 an et demi, depuis le premier épisode, celui où nous avions parlé des relations toxiques et des violences conjugales carrément, comment ça va ? Eh bien, très bien, je dirais globalement. J'ai réussi à m'extirper avec de mes amis et de ma famille, et des amis évidemment, toi aussi, de cette situation extrêmement compliquée. Je vais bien, mais je continue le travail psy. Parce que je me suis rendu compte que les violences conjugales, même quand il n'y a pas forcément de harcèlement après qu'on se soit échappé, on sait que ça fait partie du processus des prédateurs, c'est de retester leur chance chez leurs anciennes victimes ou partenaires. Mais je me suis rendu compte que ça laisse beaucoup plus de traces qu'on ne le pense quand on est exposé à de la violence. Mais pour donner du sens à tout ça, il y a eu le podcast, mais il y a aussi maintenant la formation, la sensibilisation. Ça dépend un peu de la forme que je vais donner à mon module, mais je sensibilise les professionnels du secteur socioculturel et social sur la question des violences conjugales et comment accompagner les victimes qu'on peut repérer quand on donne formation, quand on travaille dans un service comme le Forum. Ça commence à se savoir et donc je suis appelée et c'est toujours des moments très intéressants. C'est aussi des moments d'introspection pour les gens que j'ai en face de moi parce que la violence, elle est tellement intégrée dans notre mode de fonctionnement que ce qui parfois peut être perçu dans des relations professionnelles ou amicales ou familiales ou amoureuses comme étant une petite violence sans importance peut être en fait un révélateur de choses qui ne vont pas. Et donc c'est assez efficace en fait. J'ai pris la posture de dire que moi-même j'ai été victime de violences conjugales et que ça ne m'empêche pas d'avoir un positionnement professionnel. Et j'essaye vraiment de partir toujours de la réalité de terrain
pour pouvoir faire des liens et que ça parle aux gens sans partir dans des grandes théories. Maintenant, parfois, j'ai le temps de le faire. Alors, ça me permet parfois d'approfondir certains sujets comme la culture du viol, la reproduction des inégalités sociales, etc. Donc ça, c'est super chouette. Et alors, je disais auparavant que j'ai repris ma thérapie parce que ce qu'il me reste comme trace de ce que j'ai vécu, ce sont les cauchemars. Si ma vie quotidienne est très active et pleine d'amour et de soutien au quotidien, le subconscient a fait son taf et il y a des choses qui restent. Et parfois, dans mes relations sociales, il y a des peurs qui sont toujours là. Et donc, j'ai suivi ton conseil, c'est de ne pas procrastiner et faire semblant que ça n'existe pas. Et je voulais aussi tester une thérapie féministe. C'est-à-dire que ma thérapeute est féministe. Elle connaît les schémas que nous présentons dans notre travail quotidien. Et donc, on avance vite parce que je connais plein de choses, elle connaît plein de choses sur le sujet, mais ça permet d'aller plus profondément dans les cicatrices et tenter de faire en sorte que la guérison soit durable. Voilà. Et aussi, ma réflexion, c'est que je pense que la relation violente que j'ai subie pendant quelques années dernièrement, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et qu'il y a plusieurs choses qui sont passées dans ma vie que j'ai identifiées comme beaucoup de gens comme étant de la malchance, un moment désagréable et qui relèvent du processus de domination au sein des couples hétéros que j'ai pu avoir dans ma vie. Et donc voilà, ça me permet d'aller au plus profond de moi-même pour aussi pouvoir donner une lecture plus claire voilà, et plus sincère aussi. Parce que je crois que la sincérité et l'intention sont les deux maîtres mots de mon travail. C'est qu'on fait des choses avec le plus de sincérité possible, d'approche scientifique, mais aussi que nos intentions sont vraiment que la violence s'arrête en fait. Je me suis rendu compte de plein de petits phénomènes ou grands phénomènes corollaires au fait d'échapper à une relation violente. Un truc qui m'a frappée seulement récemment, c'est que personne pratiquement dans l'entourage de mon ex-violent, alors qu'ils ont été témoins, il et elle ont été témoins et savent, ne m'ont jamais demandé comment j'allais, ne sont jamais retournés pour savoir ce qui m'était arrivé. Probablement parce qu'il y a eu un travail de propagande qui a été fait derrière, qui a été fait derrière. Mais pourtant, dans ces gens-là, il y avait des gens qui travaillaient dans le social, qui avaient quand même des idées assez féministes. Et pourtant, ils se sont, a priori, d'après ce que je sais, pas posé la question de savoir, tiens, finalement, qu'est-ce qu'elle devient, Marie-Lise. Après tout, c'était des amis à toi aussi. C'était des amis à lui, mais c'était des amis à toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est vus régulièrement, on a partagé des choses. Moi, c'est pas du tout un problème parce que j'ai construit et j'avais déjà construit des relations sociales en dehors de ces cercles-là. Mais je me dis que pour une victime qui est relativement isolée, ça doit vraiment être très difficile à vivre. De se dire, ils ont vu, et elles ont vu, et il n'y a aucune réaction de leur part. Il y a sûrement 1000 raisons. Hein. Oui, peut-être que sur le coup, ils ont eu peur. Mais bon, maintenant, après 1 an et demi plus tard, je ne pense pas qu'ils ont encore peur. C'est ça. Mais ça veut dire aussi que le fait d'avoir la paix dans les relations sociales et de garder sa place au sein du groupe est plus importante que la justice qu'on peut apporter à une victime. Et l'aide, surtout. Et l'aide, bien sûr. Mais déjà, rien que le fait de se poser des questions. Alors, je crois qu'il y a des gens qui n'ont rien dit, mais qui ont pris des distances aussi par rapport à mon agresseur, qui sont bien rendus compte de certaines choses. Ça, c'est très possible. Il y a plein de choses qui se passent en dehors de notre conscience, de notre perception. Depuis 1 an et demi, tu n'as pas de nouvelles, donc tu ne saurais pas dire ce qui s'est passé, la suite. Et je n'en ai pas besoin, mais ça m'a fait réaliser à quel point certaines personnes victimes étaient de ce fait-là profondément isolées, notamment quand elles n'avaient pas construit ou qu'elles n'ont pas construit des relations avec d'autres gens que l'entourage de... Je pense à toutes ces femmes qui vivent dans la famille de leur agresseur, qui dans le village de leur agresseur et qui avec les amis de leur agresseur. C'est ça, et qui n'ont pas de racines ailleurs. Et je me rends bien compte dans le travail que je fais avec certaines femmes migrantes que voilà, c'est très compliqué, sont surtout fort seules. Et du coup, je me rends d'autant plus compte de la chance et des privilèges que j'ai en tant que salariée blanche dans une société qui n'est pas encore en guerre. Oui. On ne saura jamais. Peut-être que ces personnes vont te contacter après ça, mais mais c'est pas ce que je demande. Moi, je souhaite de mal à personne et je souhaite que ces gens-là aillent bien. Mais voilà, c'est une interrogation que j'ai. C'est surtout une question, c'est est-ce que pour eux, c'était normal
Oui. Est-ce que c'était normalisé le fait qu'il se passe ça et que voilà, bah dans tous les couples on s'engueule, bah dans tous les couples il se passe des trucs, etc. Ou est-ce que ils captaient que c'était pas normal, mais ils ont pas pu réagir? Moi, c'est surtout ça la question que je me pose. Alors, Est-ce que c'était normal? je pense qu'il y a un autre phénomène social, c'est on s'associe souvent en amitié avec des gens qui nous ressemblent. Et je crois que dans l'entourage des agresseurs, il y a souvent d'autres agresseurs, ou au minimum des gens qui adhèrent mais qui n'agissent pas, mais qui sont dans le même mood. Sans compter que beaucoup d'agresseurs sont souvent leaders dans des groupes, donc se mettre mal avec eux, Oui, c'est ça leur ça. fout mal, quoi. Oui, ou alors il y a des leaders violents et on essaie d'être violent comme eux parce qu'on espère éveiller leur attention et recevoir leur validation. Je pense qu'il y a de ça, c'est complexe et je ne me mets pas à part. Hein, dans un groupe social, c'est toujours compliqué de se dire que soit on est parfaite et qu'on fonctionne sans être impliqué dans des relations parfois plus toxiques. Mais en tout cas, tout le travail que j'ai fait autour du podcast, qui vient compléter le travail que je fais au quotidien, m'a permis de percevoir beaucoup plus les mécanismes sociaux et de là mon amour de plus en plus énorme pour la sociologie. Ah ouais, Voilà, qui est oui, vraiment. je viens de lire. Voilà, Tu en écoutes. oui, j'en lis, j'en écoute. J'ai même des sociologues dans mes copines. Voilà, mais c'est vraiment une science qui permet de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses et de déculpabiliser aussi par rapport à sa responsabilité individuelle. Dernière question sur le sujet. Avec le recul maintenant que tu as, est-ce qu'il y a des conseils à donner à quelqu'un qui est en train de capter que sa relation est toxique, voire même violente? Quand on est dans le vif du sujet, on donne certains conseils, mais maintenant avec le recul, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viendraient en tête? C'était la chose la plus compliquée pour moi, mais c'est déculpabiliser. Vraiment, on n'a pas choisi de subir de la violence de la part de quelqu'un. C'est la personne qui est violente qui pose le problème, qui est le problème. Et on peut être quelqu'un qui a une réputation, je sais pas, enfin quelqu'un qui a des moyens, qui a un capital social hyper élevé, qui peut être super entouré, être très au courant des mécanismes toxiques, et même sans être féministe, et quand même à un moment donné tomber dans le piège parce que on est en fait une proie. On va rentrer dans une relation où il y a du mensonge, il y a des choses qui sont cachées, il y a des objectifs cachés. Donc on ne peut pas toujours repérer ces choses-là sans y laisser des plumes, sans prendre un certain temps en fait. J'espère sincèrement que le podcast qu'on a pu faire et tout le travail qui est fait partout par les associations, les journalistes, les militantes vont permettre à plein de personnes d'éviter dès le départ, de voir les red flags de loin sans trop de problèmes. Mais quand on est quand même tombé dedans, même quand ça n'arrive qu'une seule fois avec quelqu'un avec qui on sortira une nuit, il ne faut pas culpabiliser. C'est vraiment. Et même si vous ne savez pas très bien si c'est une agression ou pas, si c'est violent ou pas, vous avez le droit de vous poser des questions et vous avez le droit de vous renseigner, vous avez le droit d'en parler. Faut vraiment ouvrir la parole et peut-être que parfois, oui, c'était pas de la violence conjugale, mais plutôt une dispute. Ok, mais au moins vous aurez essayé d'évaluer la situation qui est la vôtre et de faire en sorte que même les disputes, il faut se poser la question de ce qui ne va pas. Pourquoi on en arrive là? Ouais, parce que les discours du style, oui, c'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple, c'est normal qu'il y ait en fait de la violence. En fait, c'est ça qu'on nous dit à travers ça. Moi, j'étais 15 ans avec quelqu'un avec qui je me suis jamais disputée. Voilà, alors ça peut arriver, c'est pas pour ça que votre couple de ta foutre à la poubelle ou votre relation. Hein, ça existe quoi. Ça existe, mais de là de dire une dispute ou un conflit, c'est systématiquement sain parce que forcément ça doit avoir lieu. Il faut faire attention à ce genre d'affirmation. Il y a une pratique, une gymnastique de la communication. Je ne vais pas dire non violente parce qu'il y a des aspects de ces techniques-là auxquelles je n'adhère pas. Tarte à la crème. Voilà, qui peuvent être tarte à la crème, mais la capacité qu'on peut avoir à un moment donné à mettre son ego de côté, à s'asseoir et à dire les choses, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on ne l'apprend pas forcément. On l'apprend dans certains milieux, pas dans d'autres. Mais pouvoir dire à son partenaire, à sa partenaire, en fait, ça ne me plaît pas, ça me fait de la peine, ou ça me met mal à l'aise, sans systématiquement être dans la menace, dans la vengeance, dans l'insulte. Dans le rabaissement, ouais, voilà, c'est le fait de rabaisser, voilà, c'est ça. Si on arrive à ça, ce serait quand même chouette, quoi, d'éviter ce genre de situation. Mais voilà, on est
personnes complexes aussi, hein, ça c'est indéniable. Et vraiment faire passer le message de la complexité. Notamment dans le cas des violences, que non, on n'appuie pas sur un bouton et on s'en va. Non, on ne devient pas agresseur du jour au lendemain comme si on devenait un monstre, mais qu'il y a toutes des mécaniques sociétales qui sont en cours et qu'on peut arrêter ces mécaniques et les changer. Ça, c'est vraiment des choses que moi, je garde de tout ça. Donc, ne pas culpabiliser, se renseigner, poser des questions, aller chercher des ressources. C'est vrai qu'il faut de l'énergie pour faire ça c'est vrai. Et pour les gens qui sont témoins, eh bien, il faut tendre la main, même si vous n'aurez pas tout de suite une réponse positive ou vous aurez une réponse partielle. Il faut toujours qu'il y ait dans l'entourage quelqu'un qui soit en capacité de recevoir la parole de la victime et qui puisse être patiente et attendre qu'un jour elle ait le déclic et ne pas l'abandonner. C'est exactement le même conseil qu'on peut donner, par exemple, aux gens dont un membre de la famille est tombé dans un système sectaire, par exemple. Hein. Si vous fermez la porte, voilà, vous êtes sûr que ce n'est pas cette personne-là qui viendra la réouvrir. Oui. Par contre, je voudrais revenir sur l'anecdote du prédateur. Oui. Quelques jours après que j'ai annoncé mon célibat sur ma page Facebook, j'ai été contactée par une ancienne connaissance qui m'a fait du love bombing. Bonjour, antilope blessé. Oui, veux-tu te faire bouffer? Voilà, c'est ça. Ça, c'est une autre chose que je voulais aussi dire, c'est faites attention au moment où vous êtes la plus fragile, vulnérable parce que vous êtes crevé, parce que vous êtes dans les emmerdes administratives, de fric, etc., quand vous devez recommencer votre vie. Il y a des gens qui se repaissent de ce genre de situation. Bien entendu. Et puis, vous avez ces gens qui savent que vous êtes, qui vous connaissent, que vous connaissez, qui connaissent vos amis, qui connaissent votre famille, qui savent que vous êtes affaibli et qui vont quand même tenter leur chance. C'est pas la première fois en plus que ça m'est arrivé. Je me suis rendu compte que lors d'une autre relation toxique, donc je l'ai évoqué dans le premier épisode, mais j'étais beaucoup plus jeune. J'étais à peine partie que un des amis de mon ex toxique de l'époque a tenté sa chance avec moi alors que j'avais même pas ouvert ma première caisse de mon appartement, persuadée que j'allais dire oui parce que il arrivait tel un chevalier servant qui allait me protéger. Enfin voilà. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez la possibilité d'être relativement indépendante, ne plongez pas sur le premier venu. Ce qui peut arriver, hein, parce qu'apparemment, sur les applications de rencontres, il y a des femmes qui cherchent parfois des hommes parfois on pour cherche les aider. une bouée de sauvetage. Voilà. Et je n'ai pas de jugement. La bouée de sauvetage n'est pas mieux que le précédent. Quoi, je n'ai pas de jugement par rapport à leur situation, parce qu'on peut être dans une merde insondable. Fait comme il peut. Et culturellement parlant, parfois certaines femmes, je crois, n'arrivent pas à accepter qu'elles puissent être célibataires vraiment. Et donc elles veulent vraiment avoir qu'il n'y ait pas de gap de blanc entre deux relations. Mais c'est pas forcément très sain. Alors, bonjour Annick. Bonjour Marie-Lise. Je suis super contente de te recevoir sur la chaîne des Red Flaggeuses. Mais je suis ravie aussi, en plus j'ai un thé. Ah ben voilà, c'est parfait. On est cosy. J'ai même mis du chauffage, c'est le luxe. Absolument. Alors Annick, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi je m'appelle Annick Grandry, je suis psy de formation, je travaille comme animatrice en éducation permanente au collectif contre les violences familiales et exclusion. Après 16 ans passés à la Croix-Rouge en action sociale. Et à côté de ça, j'ai une activité d'indépendante complémentaire comme psychologue. Oui, donc je travaille beaucoup. Et j'ai aussi des activités artistiques qui me permettent de compléter mes combats. Moi, tout s'aligne. Je travaille les mêmes thèmes dans tout, notamment par le slam et le stand-up. Et je fais du stand-up avec les femmes du CVFE.
C'est formidable. D'ailleurs, je vais bientôt venir te voir. Hein. Mais j'y compte bien. Alors, Annick, moi, je t'ai invitée aujourd'hui parce que je l'aurais expliqué dans l'introduction de l'épisode, mais lorsque j'ai essayé de sortir de ma relation toxique dont j'ai parlé dans le tout premier épisode des Red Flaggeuses saison 1, j'ai fait appel au service d'une psychologue qui, après quelques séances, s'est révélée être non formée à la question des violences conjugales et intrafamiliales et ne pas être particulièrement féministe. Et donc, elle m'a sorti quelques énormités à l'époque. Et si j'avais pas déjà eu pas mal d'informations sur la question des violences, j'aurais pu franchement ne pas bien me sentir après, puisque notamment elle avait mis en avant ma part de responsabilité par rapport au fait que mon compagnon était violent. Et donc je me suis dit mais ça va pas, je suis pas d'accord, puisqu'on sait très bien qu'on est responsable de sa propre violence avant toute chose, même si les choses sont complexes. Et je me suis dit tiens, il n'existerait pas une thérapie féministe quelque part. Alors entre-temps, je tombe bien sûr sur le podcast dont je parle à peu près dans chaque épisode, les couilles sur la table, sur la thérapie féministe. Entre-temps, j'arrive à Liège en été, je viens faire un petit stage chez vous au CVFE et je te rencontre et formidable. Voilà, il y en a une, au moins quelque part en Wallonie. Il y en a plusieurs, oui. Ben voilà, il y en a sûrement plusieurs de psychologues féministes. Alors, est-ce que tu peux définir ou en tout cas expliquer en quoi le fait d'être une professionnelle qui est sensibilisée aux questions féministes, en quoi ça fait de toi une thérapeute probablement plus en phase avec les questions des victimes, en quoi ça oriente ton travail aussi, mais en quoi, enfin tout comme mon postulat à moi, pour être clair, c'est que quand on est formé au féminisme en tant que psychologue, on fait probablement du meilleur travail par rapport aux patientes. Voilà. Merci déjà. Ah bah, écoute, avec plaisir. Écoute, j'ai déjà envie de te dire que je ne pense pas m'être rendu compte tout de suite que je faisais de l'intervention féministe. Il y a 3 faits qui m'ont vraiment marqué dans mon histoire depuis que j'ai ouvert mon cabinet. Il n'a que 3 ans, hein, mon cabinet. La première chose, c'est qu'on a eu des femmes qui nous expliquaient en arrivant au CVFE dans nos animations que c'était contre l'avis de leur psy. Notamment une qui nous a dit, donc victime de violences conjugales, qui nous a dit mais il faut pas, le psy il a dit il faut pas que tu ailles là, ce sont des féministes hystériques, donc n'y allez pas. Carrément. Ouais. Ok. Ouais. Donc il y avait déjà ça, puis j'ai suivi une formation pour une technique particulière, le MDR pour être tout à fait clair. Et là on me demande quel type de clientèle j'explique que je suis féministe, que c'est essentiellement des féministes qui viennent me voir. Et j'ai eu une espèce de levée de bouclier de tous les participants en mode j'allais influencer les patients, je n'étais pas neutre, j'allais les convaincre de choses, je faisais de la propagande. En plus, j'ai une vulve tatouée sur mon bras. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh. Le test de Rorschach pour la petite blague. Ok. Donc vraiment, c'était inacceptable. Et voilà, un psy doit être neutre. Donc ça m'a vraiment fait réfléchir, révolter. D'ailleurs, j'en ai fait un sketch. Si tu veux, je te l'envoie. Avec plaisir. Je suis psy et féministe. Et puis de m'apercevoir aussi par la force des choses que toute ma patientèle, en fait, se passait le mot. Et que je me retrouvais avec essentiellement des jeunes féministes dans mon cabinet qui cherchaient vraiment ce regard, quitte à compléter, je veux dire, des soins qu'elles suivaient ailleurs. Et parfois avec des vieux psychiatres blancs cis, où elles avaient leurs prescriptions et certaines choses dont elles avaient besoin, mais elles étaient choquées par les propos et cherchaient des personnes qui avaient cette lecture-là. Et de voir aussi que cette lecture, même pour les personnes qui ne se présentent pas comme étant féministes, ça leur apporte quelque chose dans la thérapie. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, c'est qu'il y a encore des gens qui sont formés à l'université ou dans les hautes écoles qui prétendent la neutralité, donc être neutre. Ah, parce que Freud, il était neutre, lui. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment... Oui. Je me suis dit, mais moi, quand j'ai été formée au journalisme et à l'audiovisuel, on m'a souvent expliqué qu'il faut viser à la neutralité dans certains cas, notamment dans le travail journalistique, mais que ce ne serait jamais vraiment le cas, puisque je suis qui je suis, née quelque part avec un certain type de repères culturels, etc., et que donc, forcément, prétendre être neutre, c'est déjà se tromper soi-même, puisqu'on est bourré de biais cognitifs, de repères culturels, etc., qui font qu'on a une vision des choses. J'en tiens pour preuve le fait que, par exemple, la psy chez qui j'allais était aussi une psy qui avait une approche New Age,
avec tout ce qui était constellation familiale, ancêtres qui pouvaient continuer à polluer, voilà, chose auxquelles moi je ne crois pas du tout. Oui, et dans la formation là, que j'ai suivie, outre le fait qu'on a remis en question, on m'a dit, mais enfin, les violences conjugales, c'est quand même pas une question de genre, c'est quand même tout petit peu dans la loi. Et puis, ça m'amusait de me dire qu'ils évoquaient par exemple des chamans ou tes vies antérieures quand tu avais été Cléopâtre, mais le patriarcat n'existe pas. Okay. Et on n'a plus à se plaindre aujourd'hui, les femmes, qu'est-ce qu'on réclame encore, quoi. C'est ça. En fait, quand on est psy, on n'a pas de cours de sociaux quand on... Si, tout à fait. Mais en tout cas, à l'époque, donc moi j'ai 48 ans, donc ça remonte quand même, je suis sortie en 2000. Il n'y avait en tout cas aucune approche genrée, le master genre n'existait pas encore. Non. Voilà. Mais moi non plus, j'ai 45 ans et demi, il n'y avait pas de master genre. Mais c'est vrai que probablement que si on nous avait posé la question il y a 15 ans sur les violences conjugales, on n'aurait pas eu le même discours que maintenant. Il faut quand même être honnête que tout ce qu'on a pu lire, entendre, nous a permis de nous former. Mais ce qui est très dommage, c'est de voir que... l'explication sociologique, sociopolitique des violences conjugales ou simplement des autres phénomènes qui viennent nous percuter au niveau psychologique au quotidien reste expliquée sans faire appel aux autres sciences humaines. Moi, c'est quelque chose qui m'attriste très fort parce que je me dis... Ça doit être des milliers de personnes qui ne sont pas soignées correctement. Je parle aussi du burn-out, par exemple, ou du fait d'avoir des conditions de travail toxiques. Quand j'entends ce que certaines personnes peuvent recevoir comme pas conseils, parce que je pense que vous ne donnez pas des conseils en tant que psy, c'est plutôt faire réfléchir les gens. Mais quand je vois qu'ils reviennent avec vraiment des conceptions très individualisantes et culpabilisantes, je me dis donc il y a encore des psys qui vont lire, par exemple, le harcèlement moral en entreprise quand ils travaillent avec une victime, comme étant la responsabilité de la victime. Oui, absolument. Et ne parlons pas de la sexologie. Oui, ça encore. Pourquoi tu fais ce lien avec la sexologie ? Il y a aussi des messages qui sont... qui font totalement abstraction d'une question de genre et qui sont très marqués par le patriarcat. On te lui enfile une nuisette, force-toi un petit peu, allume une bougie et prends sur toi. Une culpabilisation des femmes ou une lecture, qu'est-ce que j'ai déjà entendu ? Que les hommes fonctionnaient en on-off, désir, alors que les filles c'était mental. Genre d'arguments qui sont bien utiles quand il y a des procès pour agression sexuelle, par exemple. Si les hommes ne savent pas se contrôler, c'est bien connu. Ça légitime quelque part. Donc oui, il y a des choses comme ça qui, j'avoue, m'effraient et qui m'ont convaincue, d'autant plus, moi qui avais des petites crises de légitimité quand j'ai commencé, je suis d'autant plus convaincue de l'approche, quoi. Non, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se forment quand même. Je vois quand même passer régulièrement des annonces pour des formations et moi-même, je peux proposer ce genre de service. Mais voilà, il y a encore un énorme travail. À ton avis, pourquoi est-ce que ça avance aussi lentement dans le secteur de la santé mentale, cette ouverture vers des explications plus sociales et historiques ? Je pense que c'est tout à fait en parallèle de la lenteur de la société et à quel point le patriarcat est encore super présent partout et nié par la majorité de la population. Donc les psys sont le reflet de la société également. Oui, tout à fait, comme les avocats. Oui, il n'y a pas de raison qu'ils soient différents ou qu'ils pensent différemment du reste du monde. Et est-ce qu'il existe des formations spécifiques destinées aux psychologues par rapport aux questions de genre ? Pas que je sache. Ok, donc ça manque. Je pense, oui. On a du travail pour proposer ça dans l'avenir. Voilà. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur où est-ce que tu vois que ton travail apporte une plus-value, pour reprendre un terme bien patronal, mais quand tu reçois une patiente qui, par exemple, a subi des violences, quelle approche tu vas adopter et qui est teintée de féminisme, ou en tout cas d'explication sociologique de nouveau, parce qu'une grosse partie du féminisme, en fait, c'est un véritable reflet de ce qui se passe vraiment sur le terrain à partir de chiffres. Je dirais qu'il y a plein de choses. Déjà, techniquement, de manière très, très simple et très basique, je tutoie, on me tutoie. Il y a une espèce de rapport d'égalité. Je ne me présente pas comme une sachante qui va t'expliquer où sont les problèmes de ta vie. Donc, il y a déjà quelque chose par rapport à ça. Il y a une humanité aussi. Je ne prétends pas, ne pas avoir d'œillères, être totalement conscient de tous mes privilèges ou ne jamais avoir rien vécu de moche parce que, avec le diplôme de psy, il y a une immunité contre le malheur. Ça ne passe pas. Je n'ai pas une vie lisse non plus. Et j'ai aussi, c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai ouvert mon cabinet aussi tard. Je me suis sentie légitime à un moment en termes d'expérience de vie. Et puis, comme je disais, je ne me rendais pas bien compte. Moi, je suis féministe, ça teint ma lecture du monde.
Et forcément, je le reportais, je veux dire, en thérapie, avec cette connotation, cette lecture genre, le fait de chaque fois replacer aussi dans un contexte sociétal. Et puis, j'ai réalisé que ça déculpabilisait énormément les femmes. Alors, bon, j'avais déjà des avertis qui venaient, qui avaient le code, le langage, donc on était sur la même longueur d'onde, mais d'autres femmes qui étaient beaucoup plus résistantes au départ, par la force des choses, elles devaient bien constater qu'il y a effectivement des choses sociétales qui jouent. Je te prenais l'exemple tout à l'heure, ma pub pour la conférence de Chloé Thibault. Quand je vois toutes les femmes se pointer chez moi, expliquer à quel point elles reproduisent des schémas avec des hommes toxiques, qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles sont attirées par un certain type de relations, quand tu as une lecture de la pop culture, de tous les messages qu'on nous envoie depuis toute petite, depuis les contes de fées jusqu'à les films cultes genre Love Actually, tu comprends très vite qu'on nous apprend à aimer les relations toxiques. Donc si tu n'as pas cette lecture-là, ça reste une lecture très individuelle et qui va aussi beaucoup avec le mouvement de développement personnel et de la politique libérale. Quelque part, tu es responsable de tout. Mmh. Tu es malheureux, fais un peu plus de yoga du rire, médite un peu, ça ira mieux. Il n'y a jamais de lecture sociétale, on ne remet pas en cause la société autour de nous que dans la lecture féministe, ça, oui. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que de manière inconsciente ou consciente, parce qu'on m'a dit que l'inconscient avait bon dos par rapport à la psychologie, qu'il fallait quand même être un petit peu plus réaliste par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui évitent aussi les lectures genrées, ou en tout cas les visions dites féministes, ou simplement les visions dites sociologiques, parce que non seulement ça les oblige à changer, il et elle, leur méthode de travail, mais ça leur demande de réfléchir aussi sur eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et je vois vraiment dans des comportements de rejet, par exemple, par rapport à ce que moi je peux proposer dans mon travail, que c'est souvent en fait une sorte de panique interne de si je remets en question tout ça, je vais m'effondrer. Mmh. Est-ce que c'est un phénomène que tu croises aussi au quotidien, soit avec tes patients, ou à l'extérieur ? Oui, tout à fait. On en rit d'ailleurs même avec mes collègues animatrices en éducation permanente, disant qu'elles vivaient mieux avant nous. Quand tu vis que tu vivais avec des œillères, tu te rendais pas compte de certaines choses, et puis que nous on met le doigt dessus, on te conscientise, et qu'il y a la colère qui sort. Des fois, je me dis mince, peut-être qu'avant c'était mieux quand tu étais aveugle. Donc, oui, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être de droite que de gauche, comme dirait l'autre, et d'être surtout dans l'ignorance. Oui, tout à fait. Oui, mais et de là, on en parlait aussi tout à l'heure, puisqu'on s'est vu avant l'interview pour un autre projet dont on vous parlera plus tard. Et un premier thé. Voilà, tout à fait. On en parlait du fait qu'il y a une prise de conscience qui se fait grâce aux lectures, aux podcasts, aux rencontres qu'on fait par rapport à notre statut de femme et à tout ce qu'on nous impose et ce qu'on impose aussi aux hommes. C'est aussi quelque chose dont on parlait, c'est l'idée d'adhérer au mouvement féministe, c'est pas de créer de nouvelles catégories de personnes qui sont plus ou moins valables en fonction de leur capacité à correspondre à des idéaux. C'est ça, pour moi le féminisme devient un problème quand il devient un dogme. Une nouvelle case où il faut absolument rentrer, et ce qu'on appelle la pureté militante. Et donc c'est vrai que dans ma patientèle, la plupart des femmes viennent d'abord avec des thèmes, c'est en général la relation aux hommes, le rapport au corps. Ça, c'est les deux grosses thématiques. Avec ce constat, comme souvent, qu'elles sont sur mon divan, elles payent, elles prennent du temps et donnent de l'énergie, là où en fait, ça devrait être le gars qui devrait être face à moi. Ah, tout à fait. Je peux aussi te parler des alliés qui viennent de me consulter, c'est quelque chose aussi. Et puis, par rapport à ce que tu disais, il y a effectivement cette pureté militante qui semble vraiment être très difficile à vivre pour beaucoup de mes patientes. Et comme je t'ai dit, je passe la plupart de mon temps à leur dire, mais lâchez-vous la grappe. Tu es consciente d'où ces choses-là viennent, tu sais pourquoi, tu as analysé les choses, tu as eu un regard critique sur pourquoi tu aimes telle chose ou telle autre. Si maintenant ça reste ton kiff, c'est ton truc. Pour moi, être féministe, c'est se donner la possibilité de faire des choix. C'est ça. De vivre selon ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Mais donc oui, il y a énormément de culpabilité. Pareil quand elles vivent des relations toxiques ou violentes alors qu'elles étaient averties. Est-ce que tu peux un peu parler des cas, ou en tout cas des situations qui reviennent de manière récurrente par rapport à ce rapport au corps ? C'est le fait de ne pas s'aimer, je veux dire tout court, d'être conscient des dictats de beauté imposés, mais de quand même les avoir intégrés. Et avec de nouveau cette notion de pureté militante où on se culpabilise de ne pas s'aimer ou de
de mal vivre le fait d'avoir pris quelques kilos, d'avoir des rides, alors qu'à côté de ça, on milite contre la grossophobie, on milite contre l'agisme. Et voilà, on ne sait pas s'appliquer à soi-même le discours que l'on tient, quoi. Donc c'est souvent par rapport à ça. Et aussi au niveau de la sexualité. Oui. Beaucoup de femmes, je suis assez effrayée, j'avoue, à quel point c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour elles. Une me disait encore récemment, on m'a appris toute ma vie à ne pas aimer mon corps, à en avoir honte, à me méfier des hommes, à éviter les agressions. Et puis il faudrait que quand je me retrouve au pieu avec un mec, je lâche prise immédiatement. Ouais. Et cette autovigilance, enfin voilà, ça reste, quoi. Il y a des choses qui marquent comme ça et elles ont énormément de mal de se séparer de cette vision de leur corps et de faire confiance, de l'accepter, de le confier à d'autres. Et aussi, parfois, la difficulté entre ce qu'on prône et ce qui se passe réellement. Vouloir, par exemple, le consentement à tout prix. Et puis, quand on a vraiment un gars qui l'applique et qui te demande toutes les 4 secondes, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je peux t'embrasser? Etc., etc. De ne pas savoir comment gérer, en fait, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mm-hmm. Oui. Ou, comme je disais, d'apprécier, d'avoir des relations qui sont violentes. Oui, qui sont BDSM ou d'un autre genre, quoi. Oui, ou même simplement plus agressives, puisque dans les films, ce qu'on te montre, c'est qu'il n'y a pas plus érotique, comme je disais, que de te plaquer au mur, te forcer un peu, ce genre de choses. On grandit avec ça, elles intègrent ça, puis s'en veulent à mort, quand elles doivent, par exemple, visualiser ce genre de script pour arriver à jouir. C'est ça. Et oui, c'est vrai que ça amène beaucoup de culpabilité. Et pourtant, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance, on en parlait aussi tout à l'heure, de l'apprentissage de nos goûts. Que c'est pas nos goûts, le fait qu'on aime telle couleur ou tel type de physique pour notre partenaire ou qu'on aime tel type de vêtements, c'est pas des choses qui, de nouveau, descendent du ciel comme ça par miracle. C'est des constructions sociales. Et déconstruire son regard par rapport au désir, c'est très compliqué. Oui. Il faut vraiment, peut-être à un moment donné, comme tu le disais, simplement accepter que c'est comme ça qu'on est excité ou attiré, mais qu'on sait d'où ça vient. C'est ça. Et que si on est confronté à une situation différente, on soit en capacité de s'y adapter. Que c'est vraiment dommage de se dire... Moi, j'ai tel goût et je ne peux pas les modifier parce que c'est comme ça. Alors que si, par exemple, pendant toute notre adolescence, on avait vu des femmes grosses, petites, noires, partout dans les magazines, on se serait probablement beaucoup moins posé de questions par rapport à notre physique parce qu'on nous a éduqués avec des mannequins ultra maigres. Je rappelle, les débuts des années 2000, c'est quand même l'époque de Kate Moss. Et ça a eu un impact sur nous. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'au CVFE, je fais remplacement de produits. Je t'en prie. Je mène un projet qui s'appelle Corps Politique et qui a commencé par un projet photo pour montrer des photos de corps tels qu'ils existent vraiment. Et en mettant justement en avance toutes ces marques de vie finalement qu'on nous a appris à détester. Je ne sais pas qui a décrété un jour que le bourrelet ou la cellulite ou une vergeture, c'était moche, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, on a fait des photos sur ces thématiques-là, choisies par les femmes. Et les retours qu'on en a eus quand on expose, c'est effectivement des personnes qui nous disent si j'avais vu plus de corps comme ça, je me reconnais, moi aussi j'ai le même bourrelet au même endroit. Peut-être que je ne me serais pas infligé tout ce que je me suis infligé. C'est de la visibilité aussi. Probablement que les personnes qui ne ressentent pas le besoin de trouver des personnes qui leur ressemblent dans les films, dans les bouquins, dans le monde de l'art, etc., ou au niveau politique, c'est souvent des gens en fait qui rentrent dans les cases, qui sont minces, valides, blancs, etc., et qui vont se dire moi, il n'y a pas de problème, moi je me sens bien. Mais sauf que quand on n'arrête pas de pointer chez nous des différences et qu'on ne trouve personne qui est valorisé dans la société qui ressemble à ça, c'est une atteinte à la confiance en soi qui est quand même... Ah oui, pour la construction identitaire, ça devient très compliqué. Quand tu as ce qu'on appelle un corps liminal, quand tu es grosse, qui est mon cas, où tu grandis avec le message qu'il faut changer, que ton corps ne peut pas rester tel qu'il est. Mm-hmm. Ça, c'est déjà pas évident, pas de modèle auquel se référer, comme tu l'as dit. Ça, c'est un fait que ça joue énormément. Ouais. Et ça gâche la vie. Ah ouais, pas qu'un peu, ouais. Oui, je suppose que tu as des confidences de parcours de vie qui sont abîmées par ce genre de vision de soi-même. Oui, extrêmement, extrêmement fort. Et puis quand je parlais du milieu psy, donc on m'a déjà posé la question de me dire comment est-ce que tu peux lutter contre la grossophobie. J'imagine que toi, tu n'as pas de patiente anorexique, elles ne peuvent pas venir chez toi. Mais enfin... comme si je ne pouvais pas. Toutes les personnes qui seraient minces ou tenteraient de l'être seraient forcément mes ennemis du départ, alors que c'est l'autre pan du même problème. Ouais.
tout à fait. C'est la question de la remise en cause, de notre corps en permanence. Parce que quand je discute avec des femmes moi, je vais estimer de l'extérieur que c'est des femmes qui rentrent parfaitement dans la case, elles sont encore assez jeunes, elles ont un physique agréable, hein, selon les critères de la société actuelle, elles sont minces, etc. Et l'air de rien, je lance une discussion sur le rapport au corps et elles vont me sortir 10, 15 choses qu'elles n'aiment pas chez elles. Oui. Comme s'il y avait une sorte de microscope. Tu vois, quand tu es grosse et vieille, par exemple, c'est tellement visible que c'est comme ça. Mais dès que tu repasses à des catégories qui sont plus légitimes dans la société, eh bien, tu as des femmes qui vont être fondamentalement minces, jeunes, etc., qui rentrent vraiment dans le champ de la désirabilité. Mais c'est comme si elles avaient un microscope à la place de l'œil et se disaient « Ah oui, mais j'ai un bouton là. Oui, mais j'ai un poil qui pousse là. Oui, mais là, j'ai une cicatrice. » Alors que, fondamentalement, elles devraient profiter de manière tout à fait libre et joyeuse de ce qu'elles ont, entre guillemets, la chance d'avoir. Et pourtant, non. Il y a un côté mortifère comme ça, de souffrance au corps, où même quand tu atteins ton objectif, eh bien, c'est fugace et 10 minutes après, tu vas comme continuer à te remettre en question. Oui, c'est jamais assez. Voilà. On n'est jamais assez parfait et pas aidé évidemment par les filtres Instagram et tous les modèles en fait que les jeunes, nos enfants suivent aujourd'hui. Et puis c'est aussi, ce que tu dis là, ça a peut-être rien à voir, mais c'est pas grave. M'a fait penser aussi quand on a constitué nos groupes pour le projet Corps Politique, et donc on avait un projet grossophobie, un projet agisme, sélectionner qui pouvait dans les candidates qui pouvaient venir. Je me rappelle d'une femme qui m'a dit « Mais moi, avec ma taille 36, je vis beaucoup moins bien mon corps que toi avec ta taille 50, par exemple. Ou mon âge par rapport au tien. » Mais on a basé, en fait, sur les discriminations qui étaient objectives, alors. Ok. Vraiment, les assurances que tu payes plus cher, les 2 places d'avion, enfin, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en termes de ressenti d'une personne à l'autre, ça peut être très, très différent. Et comme tu dis, la perfection n'est jamais atteinte. Des gens qui se foutent vraiment la paix, il y en a peu. Moi, c'est par rapport au processus. Moi, j'ai recommencé une thérapie avec une de tes collègues, qui est thérapie féministe. Hein, donc, je sens tout de suite la différence en termes d'approche. Mais quels sont les éventuels résultats, ou en tout cas les changements que tu peux observer quand on apporte une vision féministe par rapport à une personne qui a une santé mentale qui est un petit peu fragilisée. Est-ce que tu as vu des changements? Comment ça se passe en fait quand la thérapie avance et que les gens ont un éclairage féministe? C'est un autre regard sur la société et sur soi qui forcément influence le rapport à soi. C'est une déculpabilisation. C'est parfois aussi de la colère qu'il faut gérer, je veux dire également. Oui, c'est essentiellement ça. C'est ne plus se sentir responsable de tout le temps. Est-ce que ça prend du temps à intégrer ça? Ça dépend un peu des problématiques, des patientes et également, je veux dire, avec quel niveau d'éveil elles arrivent. Ouais. Où elles sont déjà conscientisées à tout ça et elles viennent travailler d'autres choses en cherchant à avoir ce regard. Ou au contraire, c'est des personnes qui sont très très loin de tout ça et qui prennent conscience petit à petit. Mais t'en as où tu ne dois pas placer le mot féministe. Hein. Ah Moi, oui. je le place, mais Oui. ça fait aussi un peu le tri. Je veux dire, mais ça reste quelque chose qui fait peur pour les personnes qui sont, je veux dire, éloignées de cette approche, quoi. Oui. Et par rapport aux violences, quand tu as des patientes qui ont subi des violences, alors on va tout de suite, spoiler alerte, il y en a énormément. Oui. Je pense que une femme qui échappe tout au long de sa vie au moindre événement violent, c'est quand même assez rare. Parce que souvent, en fait, on se dit non, moi, tout va bien. Puis finalement, quand on réfléchit, on a toujours bien quelque chose à placer. Quelle est l'approche que toi, tu proposes en thérapie par rapport à cette question des violences? Déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai été moi-même très triste et très révoltée ou effrayée de voir à quel point je crois que je n'ai pas une patiente qui n'a pas vécu quelque chose. Elles ne viennent pas pour ça, parce qu'en plus, le CVFE existe, donc voilà, qu'elles aillent aux consultations ambulatoires du CVFE qui sont en plus gratuites. Mais quand elles me racontent leur histoire au cours de leur vie, il y a des épisodes violents. Ça va de violence conjugale à violence intrafamiliale, à des agressions sexuelles. Je ne sais pas quelle femme n'a pas vécu une forme ou une autre d'agression sexuelle.
Donc voilà, ça arrive. Et la première chose, c'est toujours de remettre ça en contexte, de réexpliquer les mécanismes, d'expliquer le cycle de la violence, de leur dire que ce n'est pas acceptable quoi qu'elles aient dit, quoi qu'elles aient fait. Donc ça demande justement une prise de parti, quoi. Je ne suis pas neutre, non. Je ne pourrai jamais ne pas reconnaître, je veux dire, le statut de victime et la déculpabiliser par rapport à ça, que quoi qu'elle ait fait ou dit, ça n'est pas acceptable. Oui, alors que moi, dans la thérapie que j'ai suivie, il y avait toujours cette question de ma part de responsabilité. Et une des choses qu'on m'a dite, je ne sais plus, c'est que j'avais un syndrome de la sauveuse. Et sur le moment même, c'est vrai que ça a apporté une grille de lecture qui me paraissait intéressante, mais c'était présenté vraiment comme étant une partie intrinsèque de ma personnalité. Et puis, j'ai travaillé sur la question de la charge mentale pendant des années. Et quand notamment j'ai lu le livre de Titiou Lecoq, Le combat féministe se gagnera devant le panier à linge sale, je me suis vraiment rendu compte que ce côté je me mets au service de quelqu'un et je vais le guérir, le sauver parce que voilà, je vais faire tout ce qu'il faut et comme on s'aime, ça va aller. C'était pas quelque chose qui faisait partie de ma personnalité, dans le sens où c'était arrivé comme ça gratos et que moi j'avais tiré ce ticket-là à la loterie. C'est que ce phénomène-là, il y avait énormément d'autres femmes qui le vivaient, enfin qui avaient cet aspect-là dans leur comportement, mais que ça avait été profondément lié à mon éducation sociétale, à la façon dont j'avais été confrontée à la réalité, et que c'était pas moi toute seule qui avait à un moment donné je m'étais pas dit toute seule, je vais sauver des mecs qui sont en difficulté parce que j'ai besoin de gonfler mon ego. Moi, j'ai trouvé de nouveau cette lecture culpabilisante, même si ça veut dire que j'ai quand même une part de responsabilité dans le processus qui se met en place. Je trouve que c'est très différent de se dire que c'est un rôle social que j'ai adopté par influence que de se dire que c'est une partie de moi-même qui est finalement inamovible, quoi, qu'on ne peut pas changer. Oui, absolument. Et c'est exactement ça que je voulais évoquer par la lecture sociétale, c'est de prendre conscience que depuis tout petit, ça va parler les choix des jeux, ce qu'on te dit sur ta personnalité, que les femmes doivent être douces, sont plus empathiques, etc., etc. Donc on développe ça, effectivement. On ne naît pas avec ça. C'est quelque chose qu'on t'apprend, puis qu'on te reproche plus tard quand tu appliques juste ce qu'on t'a appris, ce que la société attend de toi. Et en matière de violence conjugale, c'est extrêmement présent. Et je faisais le lien avec la pop culture, dans tous les films, le mec intéressant, c'est forcément le bad boy qui est plein de problèmes, plein de démons, et que seule sa femme va pouvoir sauver. D'ailleurs, celle qu'il choisit sera celle qui va le guérir de ses démons du passé. Démons du passé qui justifient évidemment ses actes violents. C'est exactement ce qui se passe dans la société. Et les femmes, comme ça, sont investies d'une mission d'amour en matière de violence conjugale. Beaucoup, sont persuadées qu'elles vont vraiment sauver leurs hommes, qu'il y a qu'elles qui peuvent les comprendre, les sortir de tout ça, mais qui n'est qu'une reproduction de ce qui est lié au romantisme. J'anime un atelier avec des mamans solo la semaine dernière, et une des femmes nous disait moi, quand il se jetait par terre par amour, en me disant si tu pars, je me tue, je te tue, elle dit pour moi c'était le summum du romantisme, c'est qu'il était vraiment fou amoureux de moi, comme la jalousie. Ouais. Mais tu ne fais qu'effectivement reproduire ce que tu as lu, ce que tu as vu dans les films, etc. Donc prendre conscience de ça et de tout le patriarcat, je veux dire, autour, effectivement, ça aide aussi à se repositionner soi et ne pas avoir une lecture qui est uniquement individuelle. C'est d'avoir aussi une lecture collective et aussi de montrer le pouvoir du collectif. Il y a la thérapie, mais il y a aussi le collectif. Et la transformation aussi que la violence opère sur les femmes, une des premières choses qu'elles font quand elles viennent nous voir, c'est de montrer des photos d'elles d'avant. Regarde comme j'étais pétillante, regarde comme j'étais habillée, regarde comme j'avais l'air sûre de moi. Donc quand elles ont pris conscience effectivement qu'il y a eu ce déclic, là, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que ce n'était pas uniquement de leur faute. Mais retravailler c'est pas de ta faute. Et en plus, tu as fait ce que tu pouvais avec ces moyens-là à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Encore plus quand c'est un public féministe qui était averti, qui a lu des tas de trucs, qui a suivi des formations et qui, malgré tout, est entré dans des relations toxiques et a subi de la violence, ne l'a pas détecté, n'a pas vu les red flags, etc., etc. Oui, parce que dans le fait de déconstruire son genre ou d'échapper, c'est lié à une relation toxique, il y a un prix à payer. Ouais. Parce que la société n'est pas, à l'heure actuelle, suffisamment structurée pour favoriser le fait de pouvoir se déconstruire. Donc, quand se déconstruire ou se libérer de quelque chose de toxique.
Oui, en plus, le combat fait souvent que commencer quand on s'en va. Donc ça, c'est aussi une idée reçue des gens. Elles n'ont qu'à partir. Ouais. Et c'est sans avoir conscience de tout ce que cela va entraîner. De partir, d'ailleurs, il suffit de penser au féminicide. La grande majorité a lieu après la séparation, quand l'emprise est terminée. C'est ça. Et tu as dû parfois des femmes qui venaient te voir pour quelque chose et en fait, avec la thérapie, tu te rends compte que c'est par rapport à la question des violences. Oui, qu'elles sont vraiment présentes. Oui, ça arrive très très souvent. Et comment elles le vivent, le fait d'avoir vécu dans le déni de ce à quoi elles étaient exposées au quotidien? Il y a un côté parfois ou de minimiser les faits. Oh, c'était pas si grave, j'ai pas subi ça ou j'ai pas eu de coups, voilà ce genre de choses. Et puis il y a aussi parfois par contre la prise de conscience du lien entre tous les événements de vie. Et de ce que ça laissait comme marque dans la mémoire corporelle, dans la façon de se méfier des gens. Voilà, il y a plein de choses, des liens qu'elles font, je veux dire, une fois qu'elles prennent conscience de la chose. Mais je suis chaque fois étonnée, évidemment, contrairement au CVFE où on vient pour ça, de me dire, mais c'est toutes, en fait, quasiment ont vécu un épisode violent, mais ne viennent pas pour ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Moi, c'était très compliqué pour moi de me dire victime de violence conjugale. Oui, c'est ça. Parce que tu as l'impression vraiment que tu récupères une sorte de statut à la fois qui peut amener à de la pitié, chose dont on n'a pas besoin, mais surtout à de l'incompréhension. On va pas, quand tu dis j'ai été victime de violence conjugale, les gens ils te regardent en disant ah bon. Ils ne savent pas quoi faire avec ça aussi. Oui, tout à fait. Et autant cette reconnaissance du statut déjà par soi-même, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de femmes qui ne passent pas la porte, notamment du CVFE, avec l'idée de c'est pour les femmes battues, je ne suis pas battue, c'est pas de la violence. C'est ça. Déjà rien que ça. Donc la reconnaissance de ce statut par elle-même, par l'entourage, mais aussi par la justice, est essentielle, mais comme le processus de dévictimisation après, de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'avoir cette lecture critique. Et c'est vrai que je suis une psy un peu multifonction parce que je renvoie aussi, ce soit à des lectures ou à des... Certaines après veulent que leur message soit porté ailleurs, que leurs paroles servent, que leur expérience serve. Donc je les renvoie alors vers du collectif, vers des groupes qui existent. Il n'y a pas que moi qui peux les aider. Et c'est aussi très chouette de voir aussi qu'on bosse en synergie. Oui, c'est hyper important. C'est pas le psy tout seul dans son coin qui, avec sa baguette magique, va tout solutionner, mais qu'il y a plein de choses qui doivent bouger au niveau du système autour de la personne pour qu'il y ait une vraie évolution. Mais en plus d'être féministe, évidemment, j'ai une vision systémique des choses. Donc voilà. Mais est-ce que aussi dans la relation qu'on a à un psychologue ou une psychologue, il n'y a pas aussi parfois des biais de légitimité, de se dire bon c'est elle qui sait ou c'est lui qui sait, donc forcément moi en tant que patiente je me tais parce que c'est son métier, et de ce fait-là on ne se dégage pas assez rapidement de thérapies qui ne nous conviennent pas. Oui, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est le premier message que je passe moi, c'est de dire que c'est pas parce que j'ai le diplôme que j'ai la science infuse et que moi je vais renvoyer une lecture, mais que ça reste la mienne, et que c'est elles, les experts de leur vie. Donc si elles estiment que je suis complètement à côté de la plaque, eh bien je serai complètement à côté de la plaque. Et aussi de se donner la liberté de se dire ça passe pas avec elles. Oui, c'est ça. Bon, après, quand on sait les remboursements, c'est vrai que si on doit passer une année à faire son marché pour trouver ça devient cher. Mais c'est ça de nouveau, on retombe sur le même problème, et qui est aussi le nerf de la guerre quand on a des problèmes de santé mentale. Les problèmes de fric ne sont jamais loin. Que ce soit pas forcément une pauvreté structurelle, mais que se donner les moyens de réfléchir sur qui on est. Si tu n'as pas un réseau solidaire ou comme au CVFE, il y a de l'aide, ou dans d'autres services, notamment à Namur, puisque moi je travaille plutôt sur le terrain-là, il y a des services liés à la ville de Namur qui donnent cette possibilité-là. Mais si tu n'as pas quand même des moyens pour trouver la thérapie ou la méthode pour t'aider, tu es souvent coincé en fait. Tu peux pas... quand tu vois le prix d'une séance de psychothérapie, quand tu n'as pas d'intervention, c'est compliqué quoi, d'y aller toutes les semaines, parfois parce que certaines personnes nécessitent un suivi ultra rapproché. C'est quelque chose qui me révolte, je t'avoue. Mais la psychothérapie, c'est très néolibéral. Hein. Donc, effectivement, ça a un coût et c'est réservé à une certaine catégorie de la population. Bon, maintenant, tu as les psys de première ligne
donc qui prennent des prix beaucoup moins chers, où tu as les plannings familiaux, mais il y a des listes d'attente de malades. C'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai énormément de soucis, je t'avoue. Bon, je vais pas faire la pub en disant les chez Annick, c'est gratos. Ouais, non, tu dois C'est pas vivre ça, aussi. Oui. Mais je t'avoue qu'à titre personnel, et ça n'arrange absolument pas mon comptable, mais j'ai énormément de mal à... moi, quelqu'un qui veut arrêter une thérapie parce qu'elle n'a pas de sous, c'est un truc qui me révolte et que j'accepte pas. Donc, je trouve des moyens, on s'arrange. Je me rappelle avoir une discussion avec une jeune femme qui m'a appelée en urgence parce que bon, elle venait de subir une agression. On était le 25 décembre. Et puis que c'était elle qui devait payer. Donc la fille se fait agresser. Ouais. Et c'est elle, la victime, qui doit trouver l'argent pour se faire aider. Si on pouvait facturer les auteurs, je serais la première à le faire. Donc effectivement, ouais, c'est vraiment quelque chose, j'essaye de réfléchir pour m'y retrouver, je veux dire, et en même temps, pas éjecter des gens. Oui. Je veux pas que ce soit un frein, je veux dire, l'argent. Si on pouvait faire le Robin des Bois des psys, ce serait vraiment trop génial. Bien. Mais c'est bien la preuve qu'en termes de couverture des soins de santé, on est en train de faire de gros pas en arrière en Belgique, comme partout, et qu'on n'arrête pas effectivement de sensibiliser à la santé mentale. Et je pense que les mutualités, les diverses mutualités qu'on a en Belgique essayent de faire tout ce qu'elles peuvent quand même pour proposer des remboursements, des interventions. Mais de nouveau, en gros, si tu veux t'en sortir financièrement, ça coûte le moins cher, c'est 5 ou 6 séances remboursées par ta mutualité, puis times. Sauf qu'une thérapie, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 10 ans. Il y a des gens qui ont besoin de voir leur psy toutes les semaines. C'est impayable pour certaines personnes si elles ne sont pas rentrées dans une structure où il y a une sorte de gratuité. Et comme tu le disais, les listes d'attente sont énormes. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur le coût de la virilité. Ce fameux livre qui est sorti, j'en ai parlé dans une autre émission avec mon camarade Ben sur le wokisme, et on parlait de tout ce que les violences ont comme conséquences économiques à la fois sur la société et sur les gens. Mais en tant que victime de violence, moi j'ai perdu beaucoup d'argent, mais en plus ça m'en coûte toujours à l'heure actuelle, parce que si j'avais jamais subi de violence, on peut estimer que j'aurais a priori pas été chez la psy, puisque globalement ma vie est quand même assez chouette, et je peux pas refacturer ça à mon agresseur. Je peux pas lui envoyer un petit mail en disant dis Coco, voilà mes 2 ans de thérapie, je te les facture. Et ça c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Et donc être victime, c'est continuer à payer bien par la suite. Et puis alors on évoquera évidemment pas toute la question des avocats, de toutes ces procédures quand on a besoin qu'on nous rende justice, qui coûtent des fortunes, et c'est un pari, quoi. Parfois on gagne et on récupère la somme, mais parfois on est débouté, ou voilà, et les frais sont à payer, quoi. Oui, comme tu le disais, il y a une inégalité de genre terrible aussi à ce niveau-là. Ouais. Je voulais revenir, j'essaye de prendre des notes parce qu'en fait, on aborde plein de choses. J'ai 22 idées qui me viennent. Et évidemment, quand il est à moi de parler, je les ai oubliées. Vas-y. C'est pour ça que je prends énormément de notes. T'as raison. Tu parlais de la double peine, un peu, de perdre les choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on constate, c'est qu'à un moment, ce qui va avec le fait d'aller mieux, la thérapie, quand on a certaines prises de conscience, c'est de changer de réseau social. Ouais. Et ça fait très, très mal. Ces femmes... les ruptures amicales sont aussi douloureuses que les ruptures amoureuses, et de voir qu'elles ne sont pas soutenues. On se moque d'elles. T'es passé de l'autre côté de la force, des féministes hystériques. À part virer ses copains et fréquenter d'autres milieux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement difficile. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à mon approche, je m'aperçois aussi que les gens viennent beaucoup parce que je n'ai pas la même lecture de la normalité. Oui. Tu vois, faut quand même dire que dans le DSM, jusqu'à pas tellement longtemps, on avait quand même l'homosexualité, donc quand on dit que c'est neutre. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, je m'aperçois qu'en gros, il y a un message qui passe dans ma patientèle, où ils se connaissent presque tous, en disant, va chez elle, elle ne va pas te juger. Ah oui. Parce que voilà, le baromètre de ce qui est normal ou pas normal, j'ai pas cette lecture très binaire comme ça, où d'un coup, tu passes du côté des déviants. Par exemple, moi, ma posture, c'est de ce que j'appelle doser la relation, donc avec le D entre parenthèses. Remarque la subtilité. Ok. On t'apprend, enfin en tout cas on m'apprenait il y a plus de 20 ans, je ne sais pas ce qui se dit aujourd'hui, mais ça avait ce côté de distance absolue avec la personne. Il sait ton nom, ça s'arrêtera là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour créer du lien, il faut aussi montrer qu'on est humain. Et ça, certains patients m'ont déjà dit, avec vous, on a vraiment l'impression d'être face à
à une femme humaine, quoi. Mhm. Et je peux aussi placer, parce que je sens que c'est à propos, que moi, j'en chie des barres aussi avec mes gosses, tout psy que je suis. Ouais. On en rigole un coup, parce qu'on rit énormément dans mon cabinet, ce qui perturbe parfois mes collègues. Ok. Mais comment peut-on rire autour de sujets aussi graves? Viens chez moi. Ouais, je t'expliquerai. Et donc, ça me met à l'aise aussi. Mais c'est exactement les mêmes techniques, en fait, qu'en éducation permanente. Mhm. Oui. On est une des leurs, je ne suis pas si différente. Ou des fois, je rigole en disant un jour, c'est moi qui vous payerai, parce que vous m'aidez aussi à réfléchir sur des choses de la vie, sur des choses qui me concernent moi. Donc oui, il y a la mise à distance absolue comme ça et d'être aussi loin des gens. Non, je ne pense pas que ce soit un levier thérapeutique, d'avoir une non-conscience comme ça de ce que vivent d'autres personnes. Et je pense pas que ça permette d'échapper particulièrement au burn-out et au fait d'avoir des problèmes de santé mentale, soi-même en tant que thérapeute. Non. Moi, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la même posture que toi en tant que formatrice sur les questions de violence conjugale intrafamiliale. D'entrée de jeu, je dis que j'ai été victime aussi. Parce que de un, je veux déculpabiliser les gens qui en seraient victimes. Comme quoi, ça ne doit pas être un secret, sauf si elles le désirent. Hein, ça, c'est individuel, cette décision-là. Et surtout pour montrer qu'il y en a énormément, en fait, des victimes. Et que ce n'est pas surprenant que j'en ai été. Et ça permet aussi de dire, mon contenu est donc un contenu qui est lié à l'expérience, hélas. Mais je vais essayer d'être la plus honnête et la plus authentique possible pour vous permettre de vous faire votre propre opinion par rapport à ça. Et là, je me base sur les différentes ressources que je peux donner aux gens pour se renseigner, etc. Mais prétendre donner ce genre de formation et dire « je n'ai jamais été victime », donc le prétendre, je crois qu'on peut donner ces formations-là sans avoir été victime, mais prétendre qu'on ne l'a pas été alors qu'on l'a été, je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des gens. Et que ça ne permet pas de créer une relation. Maintenant, évidemment, le fil complexe sur lequel on navigue quand on fait ce choix-là, c'est de savoir jusqu'où on partage, jusqu'où on va. Mais cette espèce de négation de nous en tant qu'individus et de négation de notre expérience, moi, je trouve ça très malaisant et qui fait souvent que la relation thérapeutique aussi avec les médecins, infirmières, fait que c'est souvent une épreuve, en fait. Parce qu'on a l'impression de ne pas parler à des êtres humains, mais à des métiers, à des postures, à des rôles, mais pas à des gens. Et d'être moins qu'eux. Et d'être moins qu'eux, et du coup de ne pas oser dire ça ne me convient pas, c'est pas ça que je veux, je suis pas d'accord avec vous, et eux ne l'acceptent pas, cette capacité que le patient ou la patiente a à dire je ne suis pas d'accord avec vous. Et pour moi, on se fourvoie, parce que pour moi c'est pas honnête et c'est pas réaliste de dire qu'on est neutre. De nouveau on tombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, et de dire qu'on est complètement détaché de la réalité. Alors c'est pas pour ça que c'est facile du coup d'adopter la posture qu'on a choisi de prendre, d'être plus authentique par rapport à ce qui nous est arrivé. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'en discuter avec les collègues et de pouvoir construire un cadre avec les gens qui nous entourent. Oui, absolument. Et puis, comme je dis aussi, d'expliquer aux gens que ça, c'est ma lecture, c'est pas forcément l'unique et l'universel, et j'ai pas plus raison... moi, c'est un miroir, et c'est le miroir qui les aide, je veux dire, à avancer, ou des questions que je me pose moi-même, ce genre de choses. De manière aussi j'évoque une expérience personnelle, c'est ma façon de m'en être sortie. C'est pas pour autant que c'est universel. Tout à fait. Donc voilà. Mais oui, la thérapie pour moi est éminemment politique. Oui. L'intime est politique, et la thérapie c'est l'intime. Hein. C'est là où on se lâche le plus. Alors, je voulais revenir avec toi sur un autre point d'actualité. Cette semaine est sorti un épisode de Toujours des couilles sur la table sur le profil du pervers narcissique. Et quand moi, j'avais été formée à cette question-là, on m'avait dit que c'était une pathologie psychiatrique rare, que les gens étaient plutôt souvent tournés autour du narcissisme, mais que la perversion, c'était quand même assez rare. Voilà, donc moi j'avais présenté ça en formation, c'était sur le harcèlement moral, pour montrer qu'en fait on s'imagine toujours que les gens qui harcèlent sont des monstres. En général c'est monsieur madame tout le monde, parce qu'ils sont dans un système qui les incite à faire ça, et parce que souvent les gens disent oui, ce collègue là il harcèle une collègue, mais c'est un pervers narcissique. Donc c'était une sorte d'explication magique, etc. Mais j'entends le podcast des couilles sur la table, où j'entends un sociologue dire non, c'est pas une pathologie psychiatrique, ça peut l'être, mais c'est une pathologie sociale.
Et moi, comment je mets plus fort le son. Il explique que la façon dont les hommes sont socialisés encore à l'heure actuelle leur donne des techniques et des méthodes quand ils se sentent en porte-à-faux par rapport à leur masculinité, pour essayer de combler ce trou en chopant une femme, notamment des femmes qui sont indépendantes, qui ont la personnalité, etc., et de les écraser pour essayer de... moi, je vois ça un peu comme un mec, une personne qui va abattre un mur et qui broie les pierres et qui reconstruit un mur à côté qui est le sien, mais il est allé piquer les pierres de l'autre, quoi. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc, si c'est une pathologie sociale, ça veut dire que la société est responsable du fait qu'il y ait des mecs qui existent de ce genre. Oui, c'est ça. Alors après... on peut jouer sur les termes. Alors, est-ce qu'il faut trouver une autre dénomination? Tu vois, laisser les pervers narcissiques à la psychiatrie et on parlait des manipulateurs de base pour le reste de la société. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est assez compliqué parce que ça a été, comme souvent, ce qui est médiatisé. Et donc, énormément de femmes viennent en me disant « j'ai été victime d'un pervers narcissique ». C'est un mot qu'on colle un peu sur tout et n'importe quoi. Moi, je ne suis pas habilitée à poser des diagnostics, je ne suis pas psychiatre. Néanmoins, relever tous les problèmes, tous les comportements problématiques, oui, ça c'est important. Et effectivement, de nouveau, faire le lien avec les privilèges des hommes, ce qu'on leur apprend, comment ils socialisent, ce qu'ils s'autorisent, ça oui. Peu importe qu'il soit pervers narcissique ou un connard de base, j'ai envie de dire. Oui, mais on revient toujours sur cette notion de quand on je ne sais pas comment on pourrait inventer un verbe, on monstruorise, je ne sais pas. Mais quand on rend un phénomène monstrueux, ça veut dire qu'on lui donne un côté exceptionnel et ça arrivait comme ça, paf, on ne sait pas pourquoi. Oui, puis ce n'est pas sa faute si c'est un truc psychiatrique. Voilà, c'est ça. En plus, ce n'est pas de sa faute, c'est psychiatrique, alors que ce qui est démontré dans l'enquête de ce sociologue-là, c'est que c'est vraiment... conscient et c'est vraiment des stratégies qui sont mises en place au long terme pour vraiment écraser la personne. Et moi, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de réfléchir ce que je peux expliquer de nouveau en disant si c'est sociétal, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Oui. Ça peut dire qu'on peut changer l'éducation qu'on donne aux enfants, filles, garçons et entre les deux pour que ça ne se passe plus comme ça. Oui, tout à fait. Commençons déjà, comme dans les pays du Nord, à enseigner l'empathie à l'école maternelle aux garçons et aux filles. Ça changera sans doute la donne. Oui, ça c'est clair. Et est-ce que tu as des alliés hommes qui viennent chez toi? Oui. Ok. Et ça se passe comment avec eux? Alors, c'est un rapport assez particulier. Bon, ils vont se reconnaître. C'est de nouveau ma lecture. Déjà, je trouvais ça très, très chouette de gars qui passent ma porte en me disant « Moi, je viens travailler ma masculinité ». Je me disais « Mais je rêve, où sont les caméras ?» Oui, c'est ça. Alors après, c'est parfois un rapport qui au départ, je ne sais même pas s'ils en sont conscients, j'en parlerai un jour, j'en ai déjà parlé avec un, j'en parlerai peut-être avec d'autres, un rapport assez complexe, parce que je retrouve un peu les travers aussi qu'on retrouve chez les alliés ou les personnes se prétendant alliées dans la société. Ils viennent me faire la démonstration de toutes leurs connaissances. Ok. Donc voilà, on me cite Mona Chollet, ils parlent plus compliqué que moi, je dois dire. Et il y a une espèce de, je sens parfois une espèce de fight intellectuel entre eux et moi. Est-ce que tu pourrais me permettre de dire un concours de beats? Oh tu peux. D'accord. Mais donc je sens toutes les bonnes intentions du monde, mais je veux dire il y a ce côté d'être reconnu comme allié, de me prouver qu'ils ont bien lu des tas de choses, de me questionner parfois moi sur ce que je raconte. Donc c'est ça que je dis que j'ai besoin de rentrer parfois dans un combat un peu intellectuel. C'est les seules personnes qui par exemple questionnent ma légitimité en disant mais pourquoi je dois faire ça, moi je comprends pas, je vois pas la pertinence de ça, j'ai l'impression que je dois prouver quelque chose en fait. Voilà, il y a de ça. Et puis quand on arrive sur le terrain des émotions, c'est là que tout s'écroule entre guillemets, parce que c'est ça. Je disais encore récemment à un pote que je considère comme allié en disant mec, t'as lu tous les livres, tu connais le vocabulaire, tu as écouté tous les podcasts, etc. Tu pourrais avoir ton badge. On a fait un badge au CVFE dans le stand-up où il est marqué « Fais la vaisselle et ne viole pas ». Enfin, la base, quoi. Même si tu n'as pas lu Mona Chollet, normalement, tu t'en sors. Mais excellent. Néanmoins, il n'a jamais travaillé sur sa gestion des émotions. Et donc, j'ai envie de leur dire, effectivement, commencez par une thérapie. C'est chouette. L'intellect, on voit que chez les hommes, il y a aussi ce côté, ce combat m'intéresse à partir du moment où il me valorise socialement. Ah oui, ça, oui, tout à fait. Et que les débats sur des choses beaucoup plus basiques et ce qu'on attend parfois d'eux, parce qu'ils vont dire aussi qu'on dit qu'il faut se déconstruire, on ne dit pas comment se reconstruire et qu'est-ce que je fais moi avec tout ça et qu'est-ce que je dois faire au quotidien. C'est parfois plus compliqué quand c'est justement pas visible et source de valorisation. Donc je trouve ça très très chouette que des mecs viennent. Je dis même s'il y a un petit peu de fight au départ et qui à un moment admettent qu'effectivement ils reproduisent des choses
et que la gestion des émotions n'est pas au top. Ils ne savent pas quoi faire de leur tristesse, ils la bloquent complètement. Donc il y a aussi une conscience des relents de leur éducation et qui pose énormément de problèmes, évidemment, dans leur vie de couple, notamment, quoi. Oui, parce qu'il faut avoir bien conscience que énormément de femmes qui vont en thérapie le vont pour elles et pour leur mec. Oui, c'est ce que je te disais, Et c'est ça. voilà, Je me dis, oui, mon Dieu, ils pourraient partager les frais, quoi. C'est ça. Je ne sais plus, j'avais lu une blague comme ça, les parents qui disent « Ah, de notre temps, on n'allait pas en thérapie. » Et t'as l'enfant qui répond « Bah oui, on voit bien hein, que vous n'y alliez pas. » Et c'est vrai que le fait de se remettre en question au niveau psychologique, ça reste quand même très compliqué. Dans mon entourage aussi, quand j'évoque auprès de mes camarades masculins le fait de se faire aider par un thérapeute par rapport à un sujet pas spécifique, par exemple. Je leur dis, tu n'es pas obligé de faire une thérapie de 10 ans. Tu peux faire 5 séances pour voir comment ça se passe et peut-être régler un problème. Et puis après, tu continues si tu as envie. Mais il y a aussi un imaginaire sur ce que ça veut dire, où tout le monde pleure avec des mouchoirs, où tu ressors de là lessivé. T'es fou. Voilà, si t'es pas fou, t'y vas pas. Voilà, c'est lié systématiquement à des traumas et à des problèmes de santé mentale au sens où on a besoin de médoc, etc. Alors que non, ça peut juste parfois voir clair dans une situation et ne pas et avoir conscience de tous les points de vue aussi. Ça peut être. Oui, alors j'ai une technique. Comme je pratique la systémique, donc forcément, je veux dire, par moment, je peux faire intervenir avec ton accord des personnes de ton entourage, ta mère, ta sœur, ton mec. Et là, si c'est pour venir au service de leur compagne, ils viennent pas pour eux à la base, ils viennent parce que leur compagne est en thérapie et qu'on leur demande de venir. Alors là, il y a moyen de les accrocher. Oui, c'est ça. Et parfois, des prises de conscience se font et alors ils suivent de leur côté une thérapie individuelle parce qu'il y a la thérapie de couple et puis il y a les thérapies individuelles qui peuvent jouer. Il y a de l'espoir. Allez, on s'accroche. C'est aussi très très difficile de se positionner d'être en couple en fait hétéro avec ces valeurs-là et de s'en vouloir parce que on doit lâcher du terrain sur certaines choses dans la vie de tous les jours, doit choisir ses combats ou de se dire je suis pas alignée entre ce que je prône et ce que je tolère chez moi. Et jusqu'où ça va, et toujours le côté je suis fatiguée de les éduquer, enfin ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est très présent aussi, ou de ne pas avoir l'homme qui correspond à ce qu'en tant que féministe, elle devrait exiger et de s'en vouloir, je veux dire, pour ça. Parfois pour des couples qui peuvent aller très très bien. Hein. Mais alors ça veut dire que toute l'évolution que j'ai pu constater dans mon entourage est une illusion. Enfin, voilà, je trouve que ça peut parfois, un discours radical à ce niveau-là, au sens vraiment du discours, peut parfois nous mettre dans des états de désarroi où finalement, il n'y a pas de solution. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça détourne la culpabilité. En fait, tu es venu en culpabilisant pour quelque chose, tu es sensibilisé à autre chose, mais tu continues à culpabiliser. Oui. Parce que, comme je dis, pureté militante, tu n'arrives pas à appliquer dans ta propre vie, à la lettre, tout ce que tu cries dans la rue. Oui. En gros, la conclusion, ça peut être lâchez-vous la grappe. C'est ça, sois conscient, analyse et un sens critique, c'est pourquoi tu fais des choses et cette lecture sociétale. Mais effectivement, après, si certaines choses, même genrées, te conviennent, mais oui, lâche-toi la grappe. Et si tu devais donner, parce que le credo des red flaggeux, c'est les red flags, hein, donc des petits conseils pour éviter les choses toxiques, si on ne pourra pas proposer une psy comme toi à toute la population féminine de Wallonie et de Belgique, mais donc, est-ce que tu as des petits conseils pour choisir son thérapeute ou sa thérapeute, son psy ou sa psy ? Déjà, c'est avant tout une histoire humaine. Je veux dire, peu importe le courant, parce que c'est aussi les gens, ils vont chez le psy, ils ne savent pas qu'il y a plein de courants, comme dans le féminisme. Et donc, on va peut-être plus adhérer à l'un ou à l'autre. Mais de se faire confiance humainement à l'instinct, si on sent que le courant passe ou pas. Et de ne pas avoir cette vision, effectivement, qu'il est le sachant, et moi, je ne sais rien. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, il a forcément raison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Garder son esprit critique, même en thérapie. Absolument. Comme tu le disais, la notion d'argent est très très présente aussi et ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal et donc ça doit être une revendication politique puisque là on est dans un contexte de volonté de faire des économies à tous les niveaux avec le gouvernement Arizona que nous allons nous coltiner pendant quelques années
ou pas, si on s'organise bien. Mais ça va vraiment être un point central parce que, notamment, la question de la santé est en danger et encore plus tout ce qui est considéré un peu comme étant non essentiel. C'est-à-dire, tant que tu as le cœur qui bat, ça va, mais ta santé mentale, ça on verra après. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de vos mutuelles à propos des différents services dans les centres de planning, mais en vous prévenant déjà que ça va probablement être compliqué en termes de liste d'attente, mais que vous pouvez toujours aller chercher de l'aide aussi dans les associations dites féministes pour ne fût-ce qu'avoir la possibilité de boire un café, de discuter, d'être encadré à un minimum et de vous proposer des activités. Déjà ça peut déjà être très bien. Et pour les hommes qui se posent plein de questions, il y a des associations qui se développent aussi, dont je mettrai les références en barre d'infos et qui proposent des cercles de discussion pour un petit peu réfléchir sur sa position d'homme dans la société et trouver des explications, des réflexions pour apaiser les rapports sociaux et amoureux aussi. Hein. Voilà. Oui. Merci. C'est le prochain sujet de nos sketchs et notre stand-up, c'est les féministes en relation amoureuse. En tout cas, Annick, je voulais te remercier, c'était génial. Je pense qu'on va Merci avoir un épisode bien dense avec plein d'infos, mais de nouveau, on effleure certaines thématiques, donc il faudra probablement approfondir dans les mois qui viennent. Je serai ravie de te retrouver au micro des Red Flagueuses avec peut-être d'autres intervenantes. Te dire aussi que tu m'envoies bien les infos sur tous tes spectacles pour que je puisse en faire la pub. Donc je vous souhaite une excellente journée, semaine, mois, et prenez soin de vous. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, quand on parlait des livres, moi les patients me conseillent aussi des livres. Ah, c'est génial ça. C'est un échange. Regarde des trucs que parfois que je ne sais pas, mais t'as lu ça? Mais lu un peu ça. Donc voilà, quand je te rappelle de rapports un peu plus égalitaires, ça passe aussi par ce genre de choses. L'échange de références, de ressources, de compétences. Mais je souhaite qu'on puisse continuer comme ça notre travail. Et je te souhaite beaucoup de chance pour le montage. Comme je suis partie dans tous les sens, j'ai bégayé. Aucun problème. Inquiète, j'adore ça. Ciao, ciao. Salut. Appeler tout le temps pour me quadriller, savoir où je suis. Me dire sans arrêt que je suis une bonne personne, que je suis quelqu'un de formidable. Ça s'appelle du love bombing. Mais aussi du gaslighting, c'est-à-dire me faire croire que je n'ai pas vu ce que j'ai vu. Chercher la petite bête sans arrêt pour déclencher des disputes. M'insulter parce que je n'ai pas été assez vite pour lui passer un verre lors de sa première fête d'anniversaire où nous sommes présents tous les deux. Gâcher des fêtes et des week-ends en amoureux par des explosions de colère. Jalouser mon enfant malade ou hospitalisé. Râler parce que je suis malade, je suis au fond de mon lit parce que je ne suis pas disponible et m'insulter. Me traiter de grosse vache. Boire et conduire en état d'ébriété avec ses propres enfants. Et de ce fait, devoir calculer pour protéger mon propre enfant et faire en sorte qu'il ne soit jamais dans la voiture de cette personne. Le voir emboutir sa voiture, l'envoyer dans un champ et être obligé de faire des sacrifices financiers et de devoir l'aider au niveau administratif. Prendre de la drogue à mon insu dans ma propre maison et avec l'argent du compte commun. Apprendre des mois plus tard que la police est intervenue plusieurs fois parce qu'il était l'auteur de bagarres. Me tromper avec plusieurs partenaires, probablement sans se protéger. Me menacer de rupture ou de se suicider à chaque dispute. Régulièrement me menacer de me mettre à la porte et me rappeler que le logement dans lequel nous vivons n'est pas le mien. Devoir me barricader dans ma chambre parce que je ne sais pas dans quel état il va rentrer. Arracher des plaintes, casser une lampe, abîmer la maison. Casser une porte en se blessant et en mettant du sang partout dans la maison. M'arracher mon téléphone et le plier. Refermer l'ordi sur mes doigts. Serrer violemment mes épaules avec ses mains et me provoquer des bleus.
me tordre le poignet, insister pour avoir un rapport alors que c'est un refus. Les conséquences sur moi, je grossis à vue d'œil car je mange tout le temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai des problèmes cardiovasculaires. Je prétends être en burn-out professionnel alors que je suis en panique chez moi. J'apprends à cacher la vérité, à mentir, à minimiser. Ma confiance en moi diminue. J'ai du mal à me regarder dans le miroir. Je me sens coupable en tant que mère, en tant que fille, en tant que collègue. Je pars 2 fois, je reviens 2 fois. La 3e sera la bonne. Alors toi aussi, si tu as été victime de ce genre de choses ou si tu l'es à l'heure actuelle, contacte le plus rapidement possible les espaces vifs qui sont normalement présents dans chaque grande ville de Wallonie. Là-bas, tu trouveras de l'aide, une aide globale par rapport à ta situation financière, sociale, mais aussi par rapport, et c'est le principal, au fait que tu es en danger et que tu as probablement besoin de soins, d'aide, de reconnaissance en tant que victime. On te croit. À bientôt.